Résolution de l'exercice. Le tableau suivant nous donne plusieurs propriétés physiques différentes de l'acier, de l'aluminium et du titane. Le module de Young, E, qui représente la rigidité. L'élasticité, RE, qui représente la résistance mécanique. Et pour finir, la masse volumique, ρ, qui va représenter la légèreté du matériau. On dimensionne le châssis d'un véhicule en fonction de sa résistance mécanique, mais on veut aussi avoir le châssis le plus léger. Donc, pour avoir le juste milieu entre la résistance mécanique et la légèreté du châssis, nous allons répondre à la première question. Calculer le rapport résistance mécanique sur masse volumique pour montrer qu'un tel châssis sera 2 fois plus léger en aluminium qu'en acier. On calcule donc le rapport de la résistance mécanique sur la masse volumique de l'aluminium et de l'acier. Les données étant fournies dans le tableau. Donc pour l'aluminium, on calcule le rapport de 250 que divise 2700 et pour l'acier de 350 sur 7800. On obtient les valeurs suivantes, 93 fois 10 puissance moins 3 pour l'aluminium et 45 fois 10 puissance moins 3 pour l'acier. Mais quelle est l'unité de ce rapport? Pour trouver l'unité de ce rapport, il suffit de prendre les unités de ces deux grandeurs physiques. Donc la résistance mécanique, elle est en gigapascal, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, ce qui nous donne donc des gigapascales que multiplie des mètres cubes fois des kilogrammes moins 1. Si on regarde bien, si on fait 90 divisé par 2, on obtient 45. Donc on a bien un rapport de 2 entre l'acier et l'aluminium. Par conséquent, la résistance mécanique par unité de masse est 2 fois plus importante pour l'aluminium que pour l'acier. Donc je précise bien que c'est la résistance mécanique par unité de masse, et non pas la résistance mécanique, puisque pour la résistance mécanique, je prendrai directement les valeurs fournies dans le tableau. Il nous faudra donc 2 fois moins de masse d'aluminium pour assurer la même résistance mécanique. Question 2. Quel sera le rapport entre l'acier et le titane? Pour répondre à la question, il suffit de calculer la résistance mécanique sur la masse volumique du titane. Donc de calculer le rapport de 800 que divise 4500. On obtient la valeur de 170 fois 10 puissance moins 3 gigapascal par fois mètre cube par kilogramme. Pour déterminer le rapport entre le titane et l'acier, il suffit de calculer le rapport entre les deux rapports, soit 177 fois 10 moins 3 que divise 45 fois 10 moins 3. On obtient environ un rapport de 4. Donc la résistance mécanique par unité de masse est 4 fois plus importante pour le titane que pour l'acier. Il faudra donc 4 fois moins de masse de titane pour assurer la même résistance mécanique. Question 3. En calculant des rapports que vous aurez choisis, montrez que le châssis le plus léger sera également le moins rigide. Donc on parle du rapport de la masse volumique par rapport au module de Young. On va donc calculer le rapport entre E et ρ de l'aluminium, de l'acier et du titane. Après calcul, on obtient les valeurs suivantes. 26 fois 10 puissance moins 3 mégapascal que multiplie des mètres cubes que divise des kilogrammes. Donc là, attention, on est en mégapascal puisque le module de Young est exprimé en mégapascal. Les valeurs des rapports sont assez proches, mais la rigidité du titane par unité de masse, c'est-à-dire le rapport E que divise ρ, est un peu plus faible. Donc le titane est la meilleure option pour un châssis léger et moins rigide. Fin de l'exercice. Petit 3, la corrosion. La corrosion est une oxydation qui se produit principalement sur les métaux. Dans un chapitre précédent, on a déjà vu ce qu'était l'oxydation. Vous avez donc un couple oxydo-réducteur. Lors d'une réaction, si on part de l'oxydant, il va donc devenir son réducteur, on a donc une réduction. Si au contraire on part du réducteur,
qui au cours de la réaction devient son oxydant, on a donc une oxydation. Sachant que la plupart des métaux sont des réducteurs, on va avoir la réaction qui va s'écrire dans le sens de l'oxydation. Par exemple, le fer va devenir son oxydant, l'ion Fe2+, en libérant 2 électrons. On peut donc généraliser ceci à n'importe quel métal, que l'on note grand M, qui va devenir son ion oxydant Mn+. Par exemple, pour l'aluminium, lors de son oxydation, il va devenir l'ion Al3+, et libérer 3 électrons. Cette oxydation se fait par un oxydant d'un autre couple redox. Lorsque cela se passe dans l'air, le principal oxydant disponible est le dioxygène. Le dioxygène va oxyder le métal. Dans le cas du fer, il va entraîner la formation de rouille. Tous les couples redox sont classés en fonction de leur pouvoir oxydant sur ce que l'on appelle une échelle électrochimique. Cette échelle n'est pas à connaître par cœur, elle vous sera fournie lors des exercices. Un oxydant ne peut oxyder qu'un élément en dessous de lui dans l'échelle électrochimique, c'est-à-dire que le dioxygène peut bien oxyder le fer vu qu'il est placé en dessous. En revanche, le dioxygène ne peut pas oxyder, corroder l'or, noté AU, puisqu'il est placé au-dessus de lui dans l'échelle électrochimique. On dit alors que l'or est inoxydable puisque aucun oxydant n'est placé au-dessus. Donc cette échelle électrochimique permet de prévoir les réactions de corrosion, c'est-à-dire d'oxydation, des métaux. Petit exercice d'application. Donc je vous laisse mettre sur pause et essayer de le résoudre tout seul. Résolution de l'exercice. Première question. Certains éléments transparents utilisent des combinaisons de fer et de polyméthacrylate de méthyle. À quelle famille appartient cette combinaison de matériaux? Le fer est un minéral, c'est la famille des minéraux, et le PMMA est de la famille des plastiques. On a donc deux matériaux qui appartiennent à deux familles différentes. On a un composite. Question suivante. Les essieux des trains sont constitués essentiellement d'acier. Ceux-là seront assimilés à du fer pour la suite. Quel est le principal oxydant présent dans l'air? Le principal oxydant présent dans l'air est le dioxygène. Question suivante, on vous demande d'écrire l'équation de corrosion du fer en ion fer2. Donc le métal fer va donner les ions Fe2+, plus va céder 2 électrons. Question 3, on assimile l'ensemble du courant de corrosion d'une des pièces à I égale 10 mA. Calculez la masse de fer corrodée au bout d'une année de 365 jours. Vous avez en dessous de l'exercice des données. Vous avez la constante de Faraday qui s'exprime en coulomb par mol. Donc les coulombs, c'est l'unité de charge électrique et la mol est la quantité de matière. La constante de Faraday correspond en réalité à la charge élémentaire E que multiplie la constante d'Avogadro, Na. On peut donc écrire que Q, qui est la charge électrique, Q majuscule, qui est la charge électrique dans tout le circuit, est égal à la constante de Faraday que multiplie la quantité de matière. Le coulomb, c'est l'équivalent de l'ampère seconde, c'est-à-dire que c'est l'intensité du courant en ampères qui circule en une seconde. Donc les unités, Q est en coulomb, I en ampères, le temps en secondes, la constante de Faraday en coulomb par mol et la quantité de matière en mol. On cherche la masse de fer. On va donc dans un premier temps déterminer la quantité de matière du fer. On peut écrire que N électrons est égal à I fois T que divise la constante de Faraday. Donc on met bien I en ampères, puisqu'on a 10 mA, on va donc multiplier par 10 puissance moins 3 et on va convertir une année en secondes. On obtient 3,27 mol. 3,27 mol, c'est la quantité de matière d'électrons. Or, d'après l'équation, on a 2 électrons, donc on va diviser par 2 pour avoir la quantité de matière du fer à l'état initial. Donc pour déterminer la quantité
de fer, il est plus simple de faire un tableau d'avancement. Vous pouvez vous en passer si vous êtes à l'aise. Donc initialement, on a 1,634 mol de fer. On n'a aucun ion de formé, donc aucun électron de cédé. Au cours de la réaction, on a 1,634 moins X. On a X pour les ions fer de plus et 2X pour la quantité d'électrons. À l'état final, on a consommé tout le fer. On a donc la quantité maximale de fer de plus, ce qui correspond à 2 fois X max pour la quantité d'électrons. Par conséquent, n électrons est égal à 2 fois X max, soit X max est égal à 1,634 mol. À partir de cette quantité de matière, on peut aisément calculer la quantité de fer consommée. Donc la masse de fer est égale à la quantité de matière de fer que multiplie sa masse molaire. On obtient donc une masse de 91,2 grammes. Question 3. L'aluminium est également très utilisé pour le gain qu'il peut apporter en termes de poids. L'aluminium utilisé est l'alumine. Pourquoi réalise-t-on ce traitement? Donc on réalise l'anodisation de l'aluminium pour le protéger contre la corrosion. Question suivante. La sueur des mains est généralement acide. Quel est l'ion oxydant dans un liquide acide? Donc dans tous les acides, il y a des ions H+. Fin de l'exercice.